Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Dessous de la littérature, après une petite pause de 2 semaines. J'avais besoin d'un petit interlude, à la fois parce que j'ai été bien occupée par un salon pour y présenter mon roman, et également parce que je suis en plein fourmillement et questionnement autour de mes manuscrits. Mais me revoici, me voilà pour parler de Zola. Et oui, Zola, pour lequel je vous avais déjà narré l'amitié légendaire qui l'unissait à Cézanne, mais pour qui j'entame aujourd'hui le premier épisode d'une série de 2 épisodes consacrés à sa mort. Car il faut bien le dire, la mort de Zola est assez particulière. D'abord car il est mort dans des conditions assez mystérieuses, et ensuite car vous le verrez, sa panthéonisation a été toute une épopée. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vous parle bien de sa mort qui intervient le 29 septembre 1902. Mais avant de vous parler de ça, un petit rappel biographique s'impose pour parler de sa vie déjà. Son histoire commence à Paris, dans la petite rue Saint-Joseph, dans le 2e arrondissement de la capitale, où naît Émile le 2 avril 1840. Il est issu d'une famille relativement modeste d'origine italienne. Son père, François Zola, travaille comme ingénieur, tandis que sa mère, Émilie Aubert, s'occupe du foyer. Son père, qui est ingénieur de travaux publics, va soumissionner d'ailleurs assez rapidement la construction d'un système d'eau potable à Aix-en-Provence, où il va obtenir le contrat le 19 avril 1843. Il s'y installe alors avec sa famille, et c'est donc à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, dans cette ville baignée de lumière mais qu'Émile trouve mortellement ennuyeuse, qu'il passe son enfance, aux côtés de celui qui restera son ami de toujours, Cézanne. Pour celles et ceux que ça intéresse d'ailleurs, je vous en avais parlé lors de l'épisode 7 du podcast. Dès sa plus tendre enfance, Émile Zola est passionné par la littérature. Il accumule les lectures et il envisage vraiment tôt le projet d'écrire à titre professionnel. Dès son plus jeune âge, il considère l'écriture comme sa véritable vocation et en 6e, il rédige déjà un premier roman sur les croisades. D'ailleurs, c'est toujours Paul Cézanne et son autre ami d'enfance, Jean-Baptistin Baille, qui sont ses premiers lecteurs, et qui apparaissent d'ailleurs dans son roman L'œuvre. Il l'affirme plusieurs fois dans des lettres qu'il leur adresse qu'il sera un jour un écrivain reconnu. En 1858, Émile Zola quitte Aix-en-Provence et rejoint sa mère à Paris, où ils y vivent dans de modestes conditions et il fait ce choix évidemment pour espérer trouver le succès dans la capitale. Évidemment, il complète sa culture humaniste en lisant Molière, Montaigne, Shakespeare et plus tard Balzac. Il est aussi influencé par des auteurs contemporains comme Jules Michelet, qui sera source de ses inspirations scientifiques et médicales. En 1959, Zola est recalé 2 fois au baccalauréat en sciences. Ses échecs le marquent profondément, qui est à la fois désespéré d'avoir déçu sa mère et aussi éminemment conscient du fait que ça ne va pas l'aider pour commencer sa vie professionnelle dans de bonnes conditions matérielles. Dans la mesure où il a donc échoué au bac, Émile Zola affronte sans qualification le marché du travail et il commence comme employé aux écritures au doc de la douane en avril 1860. Il y démissionne au bout de 2 mois et connaît une longue période sans emploi, jusqu'au moment où il parvient à entrer en contact avec un certain Louis Hachette qui l'embauche comme commis dans sa librairie le 1er mars 1862. Il est apprécié et il multiplie les contacts avec le monde littéraire où il restera donc 4 ans au service de la publicité chez Hachette. Et il y occupe finalement un emploi équivalent à celui des attachés de presse modernes. À la librairie Hachette, cette position et cet emploi avec toute l'idéologie positiviste et anticléricale qui y en émane, ça le marque profondément. Il apprend toutes les techniques du livre et de sa commercialisation, ce qui bien évidemment l'aidera pour la publication de ses propres romans. En parallèle, il travaille avec acharnement sur ses écrits et parvient à faire publier ses premiers articles et son premier petit livre, édité par Hetzel, Les Contes à Ninon, en 1864.
À côté de ça, ça reste un grand passionné par le monde de la peinture, tout comme, comme je vous le disais, on le voit dans l'œuvre, et il continuera à avoir des amitiés avec Cézanne, mais il se lie également d'amitié avec Édouard Manet, avec Camille Pissarro, etc. et il devient critique d'art et chroniqueur. Dès 1863, Zola collabore épisodiquement puis régulièrement aux rubriques de critique littéraire et artistique de différents journaux. Les quotidiens vont permettre à Émile Zola de publier rapidement ses textes et également de démontrer ses qualités d'écrivain à un large public. Il fait ses débuts véritables dans des journaux dans le nord de la France notamment. Zola met à profit sa connaissance des mondes littéraires et artistiques pour rédiger des articles de critique et ça lui réussit. Dès 1866 à 26 ans, il tient 2 chroniques dans le journal L'Événement et pour le journal L'Illustration, il rédige 2 contes qui rencontrent un certain succès. Dès lors, les contributions vont se multiplier et devenir de plus en plus nombreuses. Il va travailler par exemple pour L'Événement, La Cloche, Le Figaro, Le Voltaire, Le Sémaphore de Marseille et Le Bien Public à Dijon. À partir de 1865, il quitte sa mère et il emménage avec sa compagne Alexandrine dans le quartier de Batignolles. Le fait que sa mère soit très réticente à cette union retarde de 5 ans l'officialisation de sa liaison. C'est aussi une période où il ne gagne pas grand-chose et où Alexandrine effectue de nombreux petits travaux pour que le couple puisse joindre les 2 bouts et payer toutes ses factures. En tant que critique artistique, il loue avec enthousiasme les œuvres de Camille Pissarro, d'Édouard Manet ou encore de Cézanne et contribue énormément finalement au retentissement et à la création du courant impressionniste. En plus de la critique, littéraire, artistique ou dramatique, Zola publie dans la presse une centaine de contes et des romans en feuilleton. Il pratique également un journalisme polémique dans lequel il affiche ses haines, ses goûts, ses positions esthétiques mais aussi politiques. Il utilise la presse comme un véritable outil de promotion de son œuvre littéraire. Et d'ailleurs, il conseillera toujours aux jeunes écrivains de commencer par écrire dans des journaux. Le 31 mai 1870, il se marie avec Éléonore Alexandrine Mellet à la mairie du 17e arrondissement, juste avant que n'éclate le conflit franco-prussien. De 1870 à 1871, le couple Zola s'en va à Marseille pour fuir justement ce conflit et la commune qui débute en même temps à Paris. Mais en 1871, alors qu'il retourne à la capitale et reprend son activité de journaliste, ses écrits contre la commune lui valent une arrestation et même un emprisonnement de 2 jours. La commune de Paris, comme vous le savez, est réprimée dans le sang. Et de février 1871 à août 1872, il produit des chroniques parlementaires sous le titre de La République en marche, j'aime bien la ref, publiées dans La Cloche et le Sémaphore de Marseille. Ça lui permet de se faire connaître du monde politique et d'y fonder de solides amitiés et également inimitiés. Ce sont également des foules et des foules de détails qu'il utilisera par la suite dans ses romans. On commence à apercevoir un petit peu cet engagement risqué et politique qui, finalement, feront qu'il va tomber plusieurs fois sous le coup de la loi, dont bien évidemment l'affaire la plus retentissante, et je vais vous en parler juste après, ce sera l'affaire Dreyfus. Pour l'instant, en tout cas, ses ennuis judiciaires n'ont pas vraiment de conséquences et à chaque fois il est libéré le jour même pour ses critiques politiques les plus virulentes. Zola prend toutefois soin de rester soigneusement à l'écart du monde politique, auprès duquel il sait s'engager, mais avec retenue et surtout beaucoup de recul. L'action politique en tant que telle ne l'intéresse pas et il n'a jamais été candidat à aucune élection. Il veut rester écrivain et avoir sa libre pensée. À partir de 1868, et grâce à ses travaux de journaliste, il se lie avec les frères Goncourt, Edmond et Jules, et puis il fait également la rencontre de Gustave Flaubert. Celui-ci, à l'occasion de réunions dominicales, l'introduit auprès d'Alphonse Daudet et d'Ivan Tourguenieff. Toute sa vie, Zola garde cette nostalgie de ce petit groupe où à chaque fois de grandes discussions enflammées autour de la littérature avaient lieu. Mais évidemment, le plus gros du travail consiste pour lui à se bâtir une carrière d'écrivain et à pouvoir en vivre. Pendant cette période, Zola publie un roman par an, participe à de nombreuses collaborations journalistiques, ainsi que des pièces de théâtre et publie les nouveaux contes à Ninon. Il connaît de grosses difficultés sur le plan financier, mais petit à petit, sa situation commence à se stabiliser à la suite de l'énorme succès constitué par la publication de L'Assommoir en 1877. Dès ce moment, ses revenus annuels par l'écriture lui permettent d'envisager le tout un peu plus sereinement. C'est pour ça qu'à partir des années 1890, ses droits d'auteur et puis du coup ses rentes par le biais de ses romans feuilletons lui permettent de cesser
sa carrière de journaliste pour se consacrer pleinement à sa carrière d'écrivain. Le succès que rencontre le père du naturalisme va également de pair avec des attaques virulentes à son encontre dans la presse. On lui reproche par exemple beaucoup de sentimentalisme, un naturalisme un peu pseudo-scientifique et de pacotille, mais à vrai dire, on sait désormais que ce sont les frères Goncourt qui avaient orchestré cette campagne un peu diffamatoire dans la presse, et quand on sait à la lecture de leurs journaux qu'ils étaient médisants et misanthropes à propos de tous sauf à propos d'eux-mêmes, eh bien on ne peut pas trop s'en étonner. En 1878, Zola obtient la Légion d'honneur et puis connaît vraiment un retentissement en termes de carrière littéraire. Cela étant, la fin de sa vie, et quand je dis la fin de sa vie, c'est quand même une période assez longue, va voir un très grand tournant puisqu'il va être vivement controversé par le biais de l'affaire Dreyfus. Et là, je vais entrer un petit peu dans les détails parce que c'est important pour comprendre également toutes les circonstances mystérieuses qui entourent sa mort. À partir des années 90, Émile Zola s'engage en faveur des Juifs pour lesquels la communauté subit de plus en plus de campagnes de haine antisémite de plus en plus virulentes. On se rappelle tous de l'affaire Dreyfus et du fameux article très long par Émile Zola, J'accuse. Il se trouve que Zola est un des premiers à faire une analyse complète du dossier qui lui permet de conclure, ou en tout cas lui fonde l'intime conviction de l'innocence de Dreyfus. Non seulement il part du constat de cette innocence, mais également de l'existence d'une collusion au sein de l'état-major de l'armée pour empêcher la vérité sur son innocence d'éclater. Donc, à partir de 1897, il prépare un résumé de l'affaire. Le Figaro refuse d'abord ses derniers articles à propos de l'affaire Dreyfus afin de conserver son lectorat le plus conservateur, ce qui fait que Zola va se tourner vers un récent journal progressiste qui s'appelle L'Aurore, dans lequel, le 13 janvier 1898, il va publier sa synthèse sous la forme d'une lettre ouverte au président de la République Félix Faure. Georges Clemenceau, on le connaît également pour sa carrière politique postérieure à ça, qui est alors éditorialiste de l'Aurore, trouve pour l'article un titre ramassé et percutant, J'accuse. Et c'est pour cela, et c'est par ce biais-là, que Émile Zola révèle pour la première fois au public l'affaire Dreyfus dans sa globalité. Évidemment, le retentissement de l'article est considérable en France comme dans le monde. Et là, on voit la France se diviser pendant une grosse décennie autour de cette affaire. Et également, du coup, autour d'Émile Zola. D'un côté, on a finalement les pro-Dreyfus et les pro-Émile Zola qui soutiennent son innocence et son engagement, et de l'autre, de manière non moins virulente, on a les contre Dreyfus et contre Zola. Ce qui fait que la fin de la vie d'Émile Zola est vraiment marquée par cette controverse. On a notamment la réaction du gouvernement qui ne se fait pas attendre avec l'assignation d'Émile Zola pour diffamation juste après la parution de cet article. On va avoir un procès qui va s'ouvrir dans une ambiance de très grande violence, accusant donc Émile Zola de diffamation. Fernand Laborie, c'est l'avocat de Zola, fait citer environ 200 témoins, ce qui vous donne une idée de l'ampleur de ce procès qui est véritablement un procès fleuve. C'est le lieu d'une véritable bataille juridique et où bien justement le monde politique mais également la société française se passionne pour le suivi de l'affaire. Zola est condamné à 1 an de prison et à 3000 francs d'amende que donc il doit payer le 8 août 1898. Je passe un tout petit peu vraiment les allers-retours avec les différents pourvois en cassation, les réponses favorables, etc., le changement de juridiction, pour en venir directement au fait que Émile Zola est condamné et donc sur le conseil de son avocat, il part pour un exil à Londres pour qu'il ne soit pas emprisonné. À l'image de ceux d'Hugo, de Voltaire ou encore de Vallès, cet exil déclenche un important mouvement d'opinion. Le 18 juillet 1898, Zola prend seul le train de 21h pour Calais sans aucun bagage. Il va ensuite vivre reclus à Londres jusqu'à ce que non seulement lui-même soit acquitté, mais également jusqu'à ce que le gouvernement décide de gracier Dreyfus du fait de son état de santé. Ce qui fait que l'écrivain va finalement pouvoir rentrer à Paris au terme de 11 mois d'exil. Il meurt finalement le 29 septembre 1902 au retour de Médan, sa maison de campagne où il avait passé l'été, intoxiqué dans la nuit par une combustion lente d'un feu couvert, donc finalement par un feu de cheminée et donc une intoxication au monoxyde de carbone. Et c'est là que j'en viens à l'anecdote du jour à propos des circonstances mystérieuses de la mort de Zola.
Émile Zola meurt donc au matin du 29 septembre 1902 à son domicile du 9e arrondissement de Paris, au 21 bis rue de Bruxelles précisément, à la suite d'une asphyxie par un gaz survenu dans la nuit précédant sa mort, donc suite aux émanations toxiques produites par sa cheminée. Il se trouve que, même si sa mort a immédiatement été qualifiée d'accident, sa mort n'a cessé de soulever des questions et des controverses puisque Zola n'avait finalement que 62 ans. Émile Zola et son épouse, donc, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, sont intoxiqués dans la nuit par ces fameux feux de cheminée dans leur chambre à coucher. Il y avait une petite flambée qui avait été faite avec des petits boulets de charbon qui avaient été prévus pour réchauffer la nuit du 29 septembre dans la chambre à coucher pour la soirée puisque les températures de ce début d'automne commençaient à chuter. Comme la cheminée présentait un problème de semi-obstruction, le valet de chambre, Jules de la Halle, avait laissé le feu s'éteindre dans l'après-midi et avait refermé la trappe de la cheminée. Dans la nuit, on sait que Alexandrine s'était relevée, incommodée par les émanations de gaz et s'extrait de la chambre un moment puis revient. Elle avait proposé à l'écrivain de réveiller les domestiques, mais Zola, qui semblait avoir cru à une intoxication d'ordre alimentaire, lui demande de ne pas les réveiller pour ne pas les déranger pour rien. Ces derniers propos sont « Demain, nous serons guéris ». C'est ce qu'il lui aurait dit donc en guise d'ultime parole. Alexandrine se rappelle l'avoir vu affaissée sur une chaise, puis plus rien. Le lendemain matin, après avoir enfoncé la porte de la chambre du couple, les secours trouvent Zola inanimé, encore tiède, étendu sur le plancher de la chambre à coucher. Le docteur Rabion, mandé en hâte, et le docteur Lenormand, médecin du commissariat de police, ne peuvent que constater la mort de l'écrivain. Ils tentent de le ranimer par respiration artificielle, mais c'est trop tard. Zola décède officiellement vers 9h du matin, en revanche son épouse, après avoir reçu quelques soins et être hospitalisée, survit. Dès le 29 septembre 1902, donc parce que évidemment il y a plein de rebondissements dans cette affaire, le jour même de sa mort, une instruction est ouverte par le juge Joseph Bourouillou, avec la nomination d'un groupe d'experts qui vont notamment, par le biais du docteur Charles Vibert, effectuer l'autopsie de l'écrivain. En l'occurrence, l'enquête semble avoir été menée dans un contexte où à la fois la famille, les autorités ont cherché à clore au plus tôt les recherches afin d'éviter toute polémique, puisque dès les rapports initiaux, le commissaire Cornette, qui était donc chargé de l'enquête, parle d'un accident avant même le début et les différents éléments de l'enquête. Je rappelle encore une fois, et c'est pour ça que je vous ai parlé longuement de l'affaire Dreyfus, que ce contexte historique est celui d'une profonde division de la population française, où pendant près d'une décennie, vraiment tant dans les médias que dans les familles, etc., et qu'au niveau politique, la société française s'était déchirée et ça avait laissé de profondes traces. On peut donc émettre l'hypothèse que l'enquête a été relativement expéditive pour calmer les esprits et conclure au plus tôt à un accident. Et c'est d'ailleurs ce que vient confirmer l'autopsie, puisque le 30 septembre, elle conclut à une asphyxie par le gaz monoxyde de carbone, ainsi que le prouve, je cite, l'analyse spectroscopique du sang de l'écrivain. Très vite, d'autres hypothèses vont être évoquées. Dès le 29 septembre, par exemple, le suicide du romancier, donc ça c'est surtout ceux qui étaient plutôt farouchement opposés au capitaine Dreyfus et à Émile Zola, ou bien une intoxication alimentaire. Mais tout ça c'est rapidement écarté. On a des expériences qui vont être réalisées par les experts dans la chambre de Zola pour reproduire les conditions physico-chimiques qui ont provoqué le décès du romancier, mais ça ne donne pas vraiment de résultat, puisque les cobayes laissés dans la chambre les 8 et 12 octobre sont retrouvés encore vivants le lendemain matin. Par conséquent, la cheminée, on sait pas trop, elle se serait bouchée pendant l'été à cause de précipitations, bref, il y a un certain nombre de contradictions, les cobayes sont retrouvés vivants, et en même temps, le juge Bourriot valide la thèse de l'accident le 13 janvier 1903. Toutefois, ce qui nous intéresse, c'est ce qui ressurgit, un peu miraculeusement et un peu mystérieusement, quelques décennies plus tard, précisément en 1953, puisque la mort de Zola fait à nouveau polémique, à l'occasion d'un article qui est publié par le journal Libération, intitulé « Zola a-t-il été assassiné ?» Le journal y révèle alors les déclarations de Pierre Aquin, pharmacien, qui affirme avoir connu le responsable de l'assassinat d'Émile Zola, lequel lui aurait fait des confidences dans le compartiment d'un train de banlieue en 1928. L'homme en question, Henri Buron-Fosse, dont les dates sont 1874 et qui était mort en 1928, était fumiste, c'est-à-dire un ramoneur, et selon ses propos, il aurait bouché le conduit de cheminée de l'écrivain la veille de sa mort, alors qu'il travaillait sur une cheminée voisine. Il affirmait auprès de Pierre Aquin, le fameux pharmacien, que dès le lendemain matin, il aurait réalisé l'opération inverse sans avoir été aperçu. Les deux hommes, donc le pharmacien
et le ramoneur, Aquin et Buron-Fosse, s'étaient connus dans le cadre d'actions militantes nationalistes, c'est-à-dire dans le cadre de l'affaire Dreyfus toujours, et donc contre Émile Zola et son engagement. Buron-Fosse avait été cadre dans la Ligue des Patriotes, qui était un mouvement fondé par Paul Déroulède dans la mouvance qui avait condamné l'engagement d'Émile Zola. Mais alors, la thèse se heurte à quelques difficultés, puisque la première, et qui est quand même de taille, étant que le témoignage relaté est indirect et surtout invérifiable, puisque le fameux ramoneur est mort en 1828. Année d'ailleurs durant laquelle il aurait relaté ses propos et avoué son meurtre auprès de ce fameux pharmacien. D'autre part, ça suppose qu'il y ait eu une complicité de la part des domestiques des Zola, notamment Jules de la Halle. Il se trouve que ce fameux Jules de la Halle semble avoir porté un grand attachement à Zola et c'est pourquoi cette thèse reste controversée et surtout qu'elle ne peut pas être validée. Dans tous les cas, vous le voyez, l'engagement de Zola aura laissé des traces jusque dans sa mort, dont les circonstances restent tout de même relativement mystérieuses et qui en tout cas prêtent à l'imagination. Mais ce n'est pas tout, puisque la semaine prochaine, je vous raconterai un autre événement improbable survenu lors de ses funérailles au Panthéon. Les dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Les dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine et surtout n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. À bientôt!